Sénégal. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine a été riche en événements et en informations. Il y a des choses qui sont déroulées à l'université Cheikh Anta Diop Dakar qui ont fait peur à beaucoup de gens, des jeunes, des gangs qui s'affrontent à l'université sous des relents identitaires qui ont été démentis par ces jeunes mêmes qui ont fait une conférence de presse en disant que les choses ne se présentent pas comme elles l'ont été présentées et que c'était une bataille entre des gangs. Lamine Ndiaye, vous êtes sociologue, anthropologue, vous avez beaucoup travaillé à l'université. Pourquoi, depuis les indépendances jusqu'à présent, l'université est devenue un champ d'affrontement physique et pas intellectuel entre les jeunes? Merci Alassane, cher ami. Mais permettez-moi, avant de répondre à votre question, de vous dire combien je suis content de partager ce plateau avec un ami avec qui je partage aussi la discipline. Je crois que c'est un frère de discipline et c'est un plaisir de le rencontrer aujourd'hui et d'avoir discuté dans le salon avec lui. Je sais que la relation elle est déjà établie. Merci. Et de toute façon on verra. C'est ça l'heure du temps. Tout ce que l'avenir nous réserve me semble déjà, je le sens et le ressens. Encore une fois, merci, c'est tout le plaisir est à nous de partager ce plateau avec vous. Maintenant, voilà, moi je crois que non, c'est toujours bien de faire une étude historique. Puisque simplement c'est l'histoire qui fonde notre vie, qui nous permet aussi de comprendre le sens que nous devons donner à notre vie, le sens de notre vie en réalité. Mais depuis les années 60, et on a souvent tendance à penser que les jeunes d'aujourd'hui sont belliqueux, violents, surtout par rapport à l'université. Il faut qu'on se rappelle aussi, il ne faut pas qu'on fasse aussi, qu'on mette une croix sur certains aspects importants de l'histoire. 68 est là, c'était l'œuvre des intellectuels. Mais 68 a fait bouger le monde. Et ça a été vraiment beaucoup plus dramatique que ce qui se passe aujourd'hui. Et c'était l'œuvre d'intellectuels. Ce qu'on oublie, c'est que nous sommes des êtres humains. Et ce qui fait notre humanité, c'est que nous sommes d'abord et avant tout des hommes prodiges. L'homme prodige, c'est quoi? C'est cet homme qui est capable aussi bien de bien que de mal. Et moi, ce dont je suis convaincu, c'est que nous sommes plus dans le bien que dans le mal. Mais c'est parce que simplement le mal froisse les états forts et définis de la conscience collective qu'il est mal accepté. Vous voyez, parfois même. Donc, il faut des systèmes de régulation, simplement. Le mal, il faut bien le réguler afin qu'il ne déborde pas. Et cette régulation-là, nous ne l'avons pas en général. Le mal aussi est tellement incriminé qu'on oublie que le mal, à partir du mal, on peut construire le futur. Bon, tu sais, tout dans les guerres ne relève pas du négatif. J'ai parlé de 68, il y a eu des morts, mais ça a permis à l'humanité de passer à une étape supérieure et c'est tout le sens de la révolution. La révolution, en fait, c'est quoi? C'est passer d'une étape inférieure vers une étape supérieure. C'est ça le sens, même dans le marxisme. Hein? Le marxisme, en fait, c'est cela, pour dire ça de manière plus simple. Et même dans le champ de la science, hein, quand on parlait de révolution scientifique, en fait, la révolution scientifique, c'est quoi? Mais c'était pour mettre en évidence l'idée selon laquelle toute vérité est provisoire. Et par rapport à l'université maintenant, donc je vous dis, ce n'est pas pour la première fois que ça se passe. Mais il faudrait aussi que nous convoquons l'histoire, mais quand nous convoquons l'histoire avec des lunettes claires. Et je vous dis, la plupart de nos intellectuels, ou soi-disant intellectuels, ou qui réfléchissent sur les faits sociaux, le font avec des lunettes en tôle. Nous avons vraiment besoin de vraies lunettes. Mais c'est les lunettes en tôle, on va sur un terrain sans comprendre les préalables, sans analyser le contexte. Il y a eu, puisque l'université a évolué.
Dans les années 60, très certainement, la population estudiantine universitaire ne faisait pas 1000 personnes. Aujourd'hui, l'université Cheikh Anta Diop tourne autour de 100 000 personnes. C'est la population d'une ville moyenne, une grande ville, sur une superficie de quelques hectares. La densité, elle est là. La pression, elle est là, omniprésente. Et on n'a pas de système de régulation qui permet de réguler ou qui permet de prévenir les éventuelles tensions sociales. L'université, on le voit, ce qu'on attend des universitaires, ce sont des intellectuels, mais ce n'est pas parce qu'on est intellectuel qu'il ne nous arrive pas de recourir parfois à des actes délictueux. Encore une fois, en nous tous, sommeille un cochon. Et ce cochon parle parfois. Ibrahim Dia, ça intervient dans un contexte assez chargé. C'est pourquoi il y a eu une grande peur pour beaucoup de gens pour qu'on ne dérape. Pour éviter ce qui s'est passé ailleurs, ne se passe dans ce pays, parce qu'il y a des rentiers de la tension dans ce pays qui veulent tout le temps mettre le feu. Merci Alassane et merci encore de m'avoir invité Bienvenue. à ce plateau et d'avoir créé cette opportunité d'échanger avec mon frère Lamine sur cette question aussi importante. Je pense que quand on analyse un phénomène, on prend en compte deux dimensions. Comme il l'a dit, il y a une dimension diachronique, c'est-à-dire dans le temps, et une dimension synchronique, c'est-à-dire les éléments actuels, les facteurs actuels. Quand on isole un des éléments, on ne comprend pas. Et comme il l'a dit, l'université n'est que le reflet de la société. Et plus elle est une université endogène, plus elle va être le reflet de la société et de ses contradictions, ou de tous les éléments qui se retrouvent dans la société, on les retrouve au niveau de l'université. Alors quand je dis, maintenant c'est pourquoi l'aspect analyse diachronique est important, c'est de pouvoir comprendre quels sont les événements qui sont passés, qui se sont accumulés jusqu'à ce qu'on soit à une étape où on va vers une transition. Et j'ai l'impression, comme en 68, on est dans une phase de transition. De transition vers quoi? On ne sait pas trop. Tous les phénomènes de jeunesse, tout ce qu'on voit, ça marque, ça donne les signes, c'est les symptômes d'un processus de transformation qui est en train de se faire et où certaines valeurs sont encore là à résister, d'autres à se construire. Et c'est pour ça que c'est important qu'on s'arrête et qu'on fasse souvent l'inventaire de tout ce qui s'est fait. Et je pense que c'est cet exercice-là qui est important, de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis 60 ans. Et à 60 ans, c'est presque une génération. Il y a des changements sociodémographiques qui sont passés. Il en a parlé de l'université. Il y a des politiques publiques qui ont été mises en place. Et ces politiques publiques-là ont des incidences sur la société et sur la structuration de la société. Malheureusement, elles n'ont jamais été pensées en tenant compte de ces changements que cela induit. Ils ont été pensés uniquement dans le cadre macroéconomique ou simplement dans une vision économiciste des choses. Et l'ajustement structurel a énormément, on va y revenir, tout ce qu'on est en train de vivre est essentiellement l'impact de l'ajustement structurel sur la structuration de notre société. Et c'est ça qu'on est en train maintenant de voir. Et après l'ajustement, il y a eu tous les 20 ans de Wade, d'une politique très libérale. Et aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Et c'est pour ça que ces manifestations d'une maladie beaucoup plus profonde, ces manifestations-là attirent l'attention de tout le monde. Et effectivement, dans le nouveau contexte, on va y revenir sur l'analyse synchronique pour voir comment ces rentiers ou cette situation peut être des facteurs ou des moyens qui sont utilisés pour d'autres enjeux et d'autres projets qui sont, disons, extérieurs à notre propre projet de développement social. Beaucoup se sont posé la question au Sénégal. Il a parlé de l'ajustement structurel qui a dénaturé un peu l'éducation, qui a remis en cause beaucoup de fondamentaux, et aussi l'impact du volontariat, des vacataires sur l'éducation au Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que ces jeunes qui sont à l'université ne sont pas issus, n'ont pas été formés par des vacataires et des volontaires, qui eux-mêmes peut-être n'avaient pas les moyens d'enseigner un enseignement de qualité? Qui qu'on trouve dans des gangs où les gens exercent la force au lieu de faire appel à l'intelligence. Moi, je crois encore une fois que quand il y a rupture dans la communication, forcément, cela va donner à de la violence. Nous sommes tous quelque part violents. Faudrait-il comprendre les raisons pour lesquelles cette violence en nous qui sommeillait a parlé? Mais on ne se pose pas ces questions.
on a tendance à incriminer le violent. Pourquoi elle parle, cette violence? Cette violence, parce que simplement, on est des êtres de violence. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai qu'il n'existe pas de société où il n'y a pas de violence. Mais c'est que ce que nous ignorons, c'est qu'il y a plusieurs formes de violence. Mais nous sommes plus fascinés par la violence physique. C'est-à-dire, je donne un coup de tête à quelqu'un, c'est de la violence physique, on voit. Je donne un coup de couteau, c'est le sang qui coule dans tous les sens, c'est de la violence physique. Mais il y a d'autres formes de violence qui me paraissent être les plus dangereuses. Lesquelles? Les violences verbales? Ce sont les violences verbales que l'on mettra dans le cadre des violences symboliques. La violence symbolique. Je vais vous dire une chose que nous vivons au quotidien et qui est une forme de violence. Vous savez, il n'y a pas plus violent que la présence policière. Et pourtant, on a besoin de police. Mais l'omniprésence de la police peut être analysée, interprétée et aux yeux de la population comme une façon de limiter leur liberté. C'est une forme de violence subie. Je dis, quand je parle de la violence symbolique, vous avez parlé de la violence verbale. Vous savez, le verbe, et il y a l'adage Peul qui le dit d'ailleurs, le verbe tue la mort. C'est pour vous montrer la toute-puissance du verbe. C'est le verbe qui crée le monde. Mais à travers le verbe, tout de suite, l'auteur qui subit la violence peut être d'une agression excessive. Je vous dis par exemple, quelqu'un dans nos familles, nous le savons, c'est ce qui fait que les femmes sont maîtresses en matière de verbe, d'usage. Ils ont bien compris le verbe. Et toute leur force réside dans le verbe. Quand une femme vous dit, mais vous êtes un moins que rien, ça vous ferait faire davantage mal que quand c'est un homme qui vous le dit. C'est pour mettre en évidence la force du verbe, la force du symbole. Et toute notre vie sociale est faite de symboles en réalité. Et donc à l'université, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs quand on parle de gang, moi je suis un peu très embêté. Non, c'est des jeunes. Et on oublie que ce qui se passe à l'université n'est rien d'autre que la société sénégalaise en miniature. Ce qui se passe à l'université, c'est ce qui se passe en dehors de l'université. Et la tendance, c'est quoi? Le mal, c'est toujours l'autre. Et dans nos sociétés, on est formaté de telle sorte que quand l'enfant ou celui qui est considéré comme tel n'a pas droit à la parole, on ne le fait pas parler. Tu sais, nous avons deux choses en nous et au travers de laquelle ou desquelles nous nous exprimons. L'être humain a deux possibilités de s'exprimer. C'est le verbe, et le verbe c'est la communication, on le laisse parler, et c'est ça qui fonde son humanité, puisque ce qui fait notre humanité, mais c'est quoi? Mais c'est notre capacité à parler, à dialoguer, à palabrer, mais c'est ce qui fait quand même en Afrique, le sens de la palabre, même si ça a disparu. Mais c'est quoi? C'est la violence prise humainement dans la discussion, soumise à l'action efficace de la toute-puissance du verbe. C'est ce qui fait que tout se règle dans la parole, dans le verbe. Nous avons une bouche. Elle est faite pour parler. Et c'est ça qui fait notre humanité. Mais nous sommes aussi des gens du geste. Mais est-ce que c'est la disparition de ces espaces de parole qui fait qu'aujourd'hui que les gens sont de plus en plus violents? Mais justement, puisqu'on ne communique plus, on ne dialogue pas. Mais quand tu interdis à la personne de communiquer, mais il utilise là ce qui lui reste comme moyen pour se faire entendre. Et c'est le geste. Et ça devient dangereux. Et il faut que l'université soit une espèce de dialogue. Il faut que les gens respectent qu'il y ait un rapport dialogique, de face à face, de discussion, qu'on ne considère pas les étudiants comme des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Mais vous voyez comment la tradition pèse sur nos épaules, au point que parfois, quand l'autorité est en face de l'étudiant, mais il peut le prendre pour un gamin. Et ici, dans nos cultures, l'enfant n'a pas droit à la parole. C'est l'aîné. Même si l'aîné passe complètement à côté, c'est comme ça que nous tous nous avons été éduqués. Même si l'aîné passe à côté, vous êtes comme tenu d'adhérer dans sa position, même si médiocre soit-elle. C'est une question de culture et de tradition. Et nous devons quelque part aussi combattre certaines valeurs, entre guillemets, qui en réalité ne sont plus en phase avec la modernité. Il n'y a pas de gang, c'est des intellectuels, mais un intellectuel a besoin de parler. Il a appris à parler. Maintenant, on parle de deux manières. Par le verbe ou par le geste. Faisons en sorte que le geste ne parle pas. Est-ce que ce manque de communication peut remettre en cause notre cohésion sociale, notre vivre ensemble? Oui, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a un moment donné à l'université, pour ce que je m'en rappelle,
il y a une dynamique de recherche d'identité où, comme je dis, après les ajustements structurels, ce qui s'est passé, c'est que les gens n'étaient plus pris en charge, aussi bien au niveau social global, l'État s'est retiré. Il y a un repli communautaire. Et il y a un repli communautaire. Les gens cherchent une identité à partir duquel ils peuvent s'organiser. Oui, il y a des étudiants de Mbadakhoune, les étudiants de Saint-Louis, les étudiants de Oui, c'est ça. Ziguinchor. Avant même ça, il y a eu d'abord, les gens ont cherché quelle est l'identité qui peut permettre de les réunir. Je me rappelle, à l'époque, il y a eu d'abord les Ibadur Rahman qui ont créé une mosquée. Il y avait des batailles à l'époque. Ensuite, il y a l'association des étudiants mourides. Après, c'est l'association des étudiants tidjanes, ainsi de suite. Et ces espaces-là sont des espaces de solidarité. Le fait de se référer à une identité n'est pas en soi mauvaise, puisque les gens s'en réfèrent pour trouver des moyens de développer la solidarité, de s'entraider, parce que ce besoin-là, il est là. Et à un moment donné, ce besoin non seulement de s'entraider, mais aussi d'être sécurisé, d'avoir un espace de dialogue aussi entre eux. Alors, avec le temps, il se peut que ces espaces-là, disons de repli identitaire entre guillemets, en tout cas d'identification, puissent se fossiliser jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de dialogue entre les différentes associations. Et peut-être c'est ça qui fait que dès qu'il y a un événement, cet événement-là peut donner l'impression d'un affrontement entre des entités, alors qu'en réalité c'est des affrontements entre individus. Mais puisque le dialogue n'existe pas de manière permanente entre ces différentes entités qui fonctionnent de manière parallèle, il peut y avoir des incompréhensions. Il y a aussi l'inclusion des politiques dans ces mouvements. Oui, ça c'est l'exploitation qui vient après. Mais beaucoup d'associations existent en dehors des politiciens. Il y a eu, à l'époque, avant ces associations identitaires, c'était plutôt les partis politiques qui étaient les plus présents à l'université. On avait les mouvements des jeunes de tel parti, de tel parti, de tel parti. Ces choses-là ont disparu. Donc en réalité, les politiques ont régressé pour laisser la place aux associations identitaires. Identité géographique, et les gens avaient des doubles identités. C'est-à-dire que moi, je suis Saint-Louisien, je suis dans une association de Saint-Louisiens, mais en même temps, je suis dans une association de défense de la langue pulaar ou du pulaar, parce que je suis aussi pulaar. Ensuite, j'ai une association de Tidjane, ainsi de suite. Donc, nous avons l'habitude d'avoir plusieurs identités. Et cette pluri-identité-là pouvait permettre aux gens d'avoir plusieurs espaces de dialogue. Donc, en soi, ce n'est pas mauvais. L'identité ou la référence à une identité n'est mauvaise que si elle se fait en opposition à d'autres ou avec la perspective d'hégémonie chez les autres. Et c'est ça qui est en train, à mon avis, de se faire. Et maintenant, dès qu'il y a un petit couac, comme ce qui s'est passé récemment, c'est les politiques et ceux qui veulent exploiter cet élément-là qui en font un aspect d'opposition entre des ethnies. Puisque eux, ils ont dit que ça n'avait rien d'ethnique. On a compris que quand il y a une bataille, chacun va se retrouver dans les chambres. Et les chambres, les gens, ils accueillent des gens selon leur origine, donc c'est normal qu'ils soient ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont ensemble que c'est nécessairement une solidarité sérère. J'ai vu ce matin un article de Thérèse Faye qui explique qu'elle était membre de l'autre association de Diola. Donc ça veut dire que ce n'était pas une association Diola en réalité, tel qu'on le dit. Le nom peut sembler. Ndefleng existe depuis longtemps. Ndefleng existe depuis le temps de Major Diouf. Parce que les Sérères avaient senti que leur langue était en train de se perdre. Et les Sérères du Sine. Et ils ont organisé cela pour que la langue sérère revive. C'est des éléments de culture. Mais qui défend mieux une langue et la structure que ces intellectuels, donc les étudiants. Donc c'est en ce moment qu'il y avait ce mouvement Ndefleng à l'université, dont l'aspect principal était d'abord cette défense de la langue sérère et de la production littéraire dans la langue. Donc ces aspects positifs-là sont beaucoup plus importants qu'aujourd'hui les éléments négatifs qui sont mis en évidence. Donc il faut reconnaître, et c'est ça l'avantage de notre pays, c'est que les identités ne sont pas négatives, elles sont positives, mais il faut qu'on l'organise et qu'on comprenne qu'elles peuvent être exploitées, et à partir de ce moment-là, il faut trouver des mécanismes pour qu'il n'y ait pas d'hégémonie d'un groupe sur un autre, qu'on respecte chaque entité et qu'on aide les gens à dialoguer davantage entre eux, qu'il y ait des échanges entre ces associations, que des gens puissent aller d'un lieu à un autre en tant qu'étudiants, mais également que les enseignants de l'université aient l'honnêteté et la rigueur de venir dire certaines vérités aux étudiants qui sont leurs enfants, entre guillemets, et leur parler et les coacher. Mais de ne pas dire, c'est une affaire d'étudiants, on n'a qu'à laisser les étudiants dans le campus et nous, on ne s'occupe que de l'enseignement.
Je pense qu'à l'époque, on n'avait pas ça. À l'époque, les enseignants avaient été proches de leurs étudiants, mais avec la massification, peut-être que ce n'est plus possible. Donc, cette dynamique-là, il faut l'analyser. Et même depuis 2000, avec ce que le président Wade a fait, en tout cas avec les DSRP et autres, on a eu une massification de la formation de proximité. Il y a eu les collèges de proximité qui sont développés. Donc, tu peux trouver quelqu'un du primaire jusqu'à l'université qui n'est pas sorti de son terroir. Donc, qui est très ancré dans son identité. Alors ça, c'est différent de l'époque où quelqu'un venait de Matam, dès qu'il avait l'entrée en sixième, il venait à Saint-Louis. Donc, il commençait à se mélanger avec d'autres. Alors, donc, le réflexe de se retrouver entre les gens de sa communauté à l'université va davantage se renforcer du fait que leur itinéraire intellectuel a fait qu'ils sont restés dans le même coin du primaire jusqu'à avoir 20 ans. Donc, les changements de paradigme, le changement de mentalité, la perception d'une entité nationale supérieure n'est pas la même que ceux qui avaient l'habitude d'avoir des copains depuis le 6e. Donc, ça demande d'être accompagné. Donc, ce sont ces éléments qu'il faut analyser et se dire qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. Et ces changements-là, on doit les accompagner dans le bon sens pour que ça n'aille pas dans un sens négatif. Justement, comment accompagner ces changements pour éviter que les rentiers de la tension en profitent pour diviser les gens? Moi, je crois que c'est une question intéressante et importante. La question de la régulation sociale. Il nous faut un système de régulation fort. Et jusque-là, on ne l'a pas. L'université a essayé. D'ailleurs, moi, je vais même parler de ce qui se passait. Et j'ai appris 2 choses par rapport aux médias, aux informations que nous recevons des médias. Et je me souviens avoir lu, j'étais tout jeune étudiant, mais c'est là où je me rends compte de la vérité, pas entièrement de ce que ce monsieur disait. C'est que le meilleur journaliste, c'est celui qui donne des informations ignobles. Interprétons, analysons le contexte. Souvent, ce qui se passe, effectivement, c'est ça qui fait le journalisme aussi, surtout par rapport aux faits divers. Mais vous savez, par rapport aux faits divers, vous allez dire, il a suffi d'un brin d'allumette pour qu'il allume toute la forêt. Mais vous voyez, un brin d'allumette. Vous voyez comment c'est construit. Et tout de suite, ça a une incidence sur la conscience de celui qui reçoit l'information. Et l'information, parfois, est exagérée, mais puisque simplement, si ce n'est pas exagéré, les gens n'achètent pas les journaux. N'achètent pas. Il y a une forte dose d'exagération. Maintenant, il y a les réseaux sociaux aussi qui amplifient tout. Mais ils sont dans les médias. Ils sont aussi dans les médias, les réseaux sociaux. Tout le monde, l'information, on a tellement d'informations parfois qu'on ne croit plus. On se pose la question de savoir la vérité, elle est où? Nous sommes tous confrontés à ce problème. C'est d'autant plus vrai qu'avec la Covid, le vaccin, mais on s'est toujours vacciné sans difficultés aucune. Mais avec ce vaccin, puisque tout le monde en parle, c'est devenu un phénomène social. Mais le fait social devient un phénomène social à partir du moment où tout le monde en parle. Alors que ça a toujours existé. Mais pourquoi c'est devenu un phénomène social? Puisque les gens en parlent, les moyens de communication sont devenus beaucoup plus nombreux. Et ce qui s'est passé à l'université, nous le mettons sur le compte de l'accident. Et même la presse parle d'accident. Eux, ils parlent d'accident. Il faut analyser les bouts. Un accident, c'est ce qui n'arrive pas tout le temps. Ça nous est tombé dessus en échappant à notre vigilance. Mais comment éviter que l'accident se transforme en incendie? C'est ce que l'université essaie. Mais il va falloir améliorer. L'université l'a compris avec le recteur Sall. Quand Abdou Salam Sall était recteur, il a mis en place un médiateur. Une médiation. Avec Boubacar Diop. Bouba, qui est le premier médiateur de l'université. Mais parce que simplement, il y a quelque chose qui se sentait. L'université est en train de perdre son humanité. Donc, il faut maintenant renégocier cette humanité qui est en train de s'exhaler. Mais il l'a mis en place, mais ça ne suffit pas et ça continue. Et dans le dernier ouvrage que j'ai écrit sur l'émergence de l'université, quand même, je commence à connaître cette université-là pour avoir été là depuis 2001, 20 ans quand même. C'est une bonne expérience à l'université. Je connais les étudiants, je connais l'administration pour avoir occupé aussi beaucoup de fonctions administratives dans cette université. Mais qu'est-ce qui se passe? La médiation. Et j'ai parlé de la médiation universitaire. On ne peut pas gouverner
on ne peut pas gouverner une population de 100 000 personnes. Une seule personne ne peut pas gouverner une population de 100 000 personnes. Et j'ai dit, il va falloir que nous changeons un peu de façon de faire. La médiation, c'est bon, la direction de la médiation existe, mais aller dans cette direction, il y a un directeur, on a toujours connu un directeur, et puis il y a son secrétaire. Mais comment peut-il gérer? Et je dis, il va falloir changer, réfléchir sur comment mettre une médiation qui soit efficace. Et j'ai proposé quelque chose. J'ai dit, il faut changer, il faut qu'il soit une direction au vrai sens du mot, avec des personnalités crédibles, à la fois universitaires et du monde et de la société civile. J'ai dit, il faut qu'il y ait 2 professeurs reconnus et respectés dans l'espace universitaire. Les étudiants, le rapport entre les enseignants et les enseignés est un rapport pacifique, tout le temps pacifique. Quand il y a problème à l'université, c'est dans le campus social. Puisque les étudiants reconnaissent la hiérarchie, ce qui leur sépare de leurs enseignants. Le respect est là. Maintenant, je dis, il faut qu'il y ait 2 professeurs de renommée mondiale et l'université en compte, et les étudiants les connaissent très bien, qui fassent partie de cette équipe. C'est-à-dire la médiation doit être une équipe et non pas une seule personne. Il est vite débordé. Mais il faut que ces personnes-là soient reconnues. 2 grandes personnalités de l'université, et en l'occurrence une femme, et je vous dis en toute honnêteté, même si je ne la connais pas, j'avais déjà pensé à Ndioro Ndiaye, qui a occupé de hautes fonctions, qui est une mère, mais qui a fait ses preuves et qui est digne de confiance et de respect. Et nous savons la place de la femme. Nous aimons davantage nos mères que nos pères, puisque la relation elle est d'ordre symbolique. Mais je dis aussi, il faut mettre aussi la société civile, des personnalités de la société civile, connues et reconnues par leur discipline, mais par ce qu'ils ont rendu à la communauté. Mais il faut aussi penser aux musiciens. Mais vous savez, c'est des jeunes, hein? Pourquoi ne pas mettre dans cette communauté Omar Pène? Oui, une figure. Mais c'est une figure emblématique. Qui a promis de faire une visite à l'université. Non, mais il faut, c'est-à-dire, il ne faut pas que les gens prennent des décisions. Il faut que la décision soit vraiment solide, organisée. Et on aurait mis en place cette équipe-là, qui sera l'équipe de médiation de l'université. Je sais qu'ils seront capables de réguler les tensions, mais aussi les éventuelles tensions qui peuvent déboucher sur des actes vraiment qu'on n'attend pas des étudiants et qui n'honorent pas cet espace du savoir. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Lamine Ndiaye, professeur titulaire de sociologie et anthropologie, et Ibrahim Media, sociologue et ancien directeur du MCI Sénégal. Le deuxième point de notre débat, je voulais vous l'aborder, c'est par rapport à l'indépendance de la justice qui a été encore remise sur la table. Les juges, l'UMS a parlé encore en disant qu'il faut des réformes en profondeur pour que les juges puissent exercer le travail. Certains disent qu'il n'y a pas de justice indépendante, il n'y a que des juges indépendants. Oui, je voudrais terminer sur le premier point, sur ce que Lamine vient de dire, pour dire en fait qu'il faut peut-être, en termes de médiation, aller au-delà de l'université des étudiants, parce que les étudiants, ce n'est qu'une manifestation. L'élargir au pays. L'élargir au pays. Parce que c'est très significatif du fait qu'on a voulu tout de suite exploiter un incident pour en faire un problème qui allait déborder l'espace universitaire. Donc, qui a intérêt aujourd'hui à ce que, c'est là la deuxième question que vous avez posée, on est dans un contexte nouveau, le contexte vers l'exploitation du pétrole, du gaz. Les élections 2024 qui vont déterminer le nouveau président qui va gérer cette exploitation, les enjeux géopolitiques internationaux. On a la Chine qui se positionne et la Turquie qui se positionne. En face, on a l'Occident qui sent qu'il est en train de perdre les pieds. Surtout en Occident frappé par la Covid, qui fait que leurs économies sont vraiment dans le trou. Dans le trou, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Et il y a des forces, entre guillemets, moi je ne l'aime pas trop occultes, en tout cas des forces organisées, des intérêts internationaux qui sont là et qui sont prêts à mettre le feu pour que toutes les cartes soient remises. Ça, c'est connu. Donc, le contexte est favorable. Mais est-ce que les Sénégalais sont conscients de cette situation très claire? Est-ce qu'ils sont conscients? Je ne pense pas. Et je pense que c'est là où le débat doit se poser. Que l'on fasse comprendre aux gens que dans ce contexte de transition, c'est important que nous soyons tous ensemble
et que nous sachions que c'est notre souveraineté qui est en jeu. C'est notre avenir qui est en jeu. Et que quand les choses vont être périclitées, c'est encore 20 ans, 30 ans pour revenir à la situation de référence. Et dans ces contextes, qu'est-ce qu'on exploite? On exploite l'émotion. On exploite les sentiments. Parce que dès qu'on stigmatise une personne par sa race ou par son appartenance confrérique, en fait, on ne réfléchit plus sur ce qu'il dit, si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est la communauté, c'est tous les gens concernés qui vont se lever. Et qui vont se lever contre d'autres. Et c'est là où les sentiments profonds de violence endormis peuvent se réveiller. On l'a connu déjà avec l'histoire des Mauritaniens. Il a fallu qu'on dise qu'on a tué des Sénégalais, qu'Abdou Diouf se mette à pleurer pour que le sentiment se développe et que des gens qu'on n'a jamais imaginés violents puissent aller essayer d'égorger des Mauritaniens. Mais d'où l'importance de la question de la justice dans ce contexte bien précis. Oui, et d'où l'importance, à mon avis, plus globale, non pas du judiciaire, mais de la justice, en tout cas, De façon globale, holistique. Et c'est là où le débat sur la justice n'est pas un débat des magistrats. C'est un débat des Sénégalais. C'est un débat de tous les Sénégalais. Et c'est là où on a commis beaucoup d'erreurs pendant longtemps. C'est qu'on a laissé la question entre les mains des gens concernés. Ou en fait, des gens qui sont les fonctionnaires de la justice, les exécutants. Or, c'est un problème social global. Les sociologues ont leur avis à donner là-dessus. Les juristes, les économistes, les historiens, la société de manière globale, les marabouts, tout le monde est concerné par cette question parce que le modèle qu'on va prendre va influer sur la vie de tout le monde. Donc, ce qu'on est en train de discuter, indépendance ou autre, c'est importé également. C'est un modèle occidental. On a d'autres modèles. Comment est-ce que historiquement notre société était organisée pour rendre la justice? Quels sont les mécanismes que l'on met en place? Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent l'accent sur la répression, sur le jugement. Or, nos mécanismes traditionnels étaient beaucoup plus des mécanismes de consensus, comment vous l'avez appelé tout de suite, de médiation, que des mécanismes de jugement, comme on en a à l'Occident. Alors, nous avons des perceptions d'analyse dans lesquelles nous autres intellectuels, issus de la tradition de réflexion occidentale, nous décidons de tout et nous semblons penser que nous avons la décision. Or, on a tous ces intellectuels et toute cette école de pensée arabo-islamique qui a sa vision de ce quoi doit être et puis l'intellectuel, c'est pas seulement celui qui est allé à l'école. Oui. Il y a des gens, par exemple, celui qui a fait Dubaï et les Émirats Unis n'a jamais été à l'école. Oui. Mais il a développé un pays, l'a mis en place, une puissance. Exactement. Alors, voilà. Et nous, on a également des gens de tradition endogène. Absolument. Qui réfléchissent sur la base de ce que nos traditions disent, que ce soit les Wolofs, les Poulars, sur quoi la justice, etc. Nous avons les Arabos et nous avons les Arabo-musulmans avec toute la référence et nous avons également ceux qui ont fait l'occidental. Donc il faut un débat global et qu'on respecte toutes ces écoles de pensée et qu'on pense pas que c'est le ghetto des magistrats qui doivent décider entre eux qu'est-ce que doit être notre justice, qui doit être indépendant ou voilà, ça je pense que d'abord c'est le premier principe. Maintenant, l'indépendance de celui qui juge, selon ces différentes traditions, il y a des perceptions. Celui qui décide dans la tradition islamo-chrétienne ou religieuse, mais il a affaire avec Dieu. C'est sa conscience, on le ramène à Dieu d'abord. Et c'est sa conscience en tant que juge sur la base des règles qui ont été établies qui est important. Et donc, si on se met là-dessus, effectivement, on peut dire que c'est d'abord des juges indépendants. Mais ça engage la personnalité de la personne et non pas une justice. Mais aujourd'hui, on juge avec des lois importées qui sont des fois en conflit avec nos réalités sociales. Et effectivement, mais tout ça, c'est pourquoi je dis c'est tout le monde qui doit discuter de cette question-là. Et malheureusement, cette question a été prise par les gens de la justice et ce qu'on appelle la société civile, en tout cas des droits de l'homiste, etc. C'est eux, à la limite, qui disent ce qu'il faut faire. Et les autres ont le complexe de se prononcer là-dessus. Donc, il faut d'abord qu'on change de paradigme. Et après, on pourra maintenant refonder, parce qu'il faut refonder l'État à partir d'une réflexion qui remet en cause tout cela. Parce que nous avions eu des justices avant, où même le juge était lié au roi. Et nous avons des juges où les juges étaient liés au temps du prophète. C'était même voilà. Donc,
moi, par exemple, à Saint-Louis, ce qu'on sait, mon père était au tribunal musulman. Toutes les questions qui se posaient au niveau de la justice des gens, dans les relations humaines, toutes ces questions étaient jugées par le tribunal musulman. Il y avait peut-être moins de conflits. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à ce modèle de tribunal musulman avec des cadis, des gens du quartier? Moi, après, mon frère était devenu chef de quartier, mais il y a des jugements qui se faisaient pratiquement à la maison. Les gens, quand ils avaient des conflits, ils venaient. Et c'est là-bas, autour de lui, que les gens discutaient, trouvaient un arrangement, etc. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a perdu tout ça qu'on est en train de se poser des questions? Et parce que aussi on met trop l'aspect politique en avant, qu'on perd toutes les autres dimensions de la justice. La justice, ce n'est pas seulement le jugement de 3 personnes, Khalifa Sall, Karim Wade, etc. Bon, c'est pas ça la justice. La justice est beaucoup plus globale. Il ne faut pas qu'on le restreigne à ces cas politiques. Et ça, c'est l'occasion, à mon avis, de remettre tout à plat et de refonder notre système judiciaire sur la base d'un dialogue entre tous les courants de pensée et que tout le monde se sente concerné. Sinon, il y a des gens qui se sentent exclus et quelles que soient les décisions et les lois qu'on met en place, il y a des lois parallèles. Les gens font ce qu'ils croient être leur justice et ça c'est dangereux pour un État qui est en train de se construire. Comment justement travailler la question de la justice chez nous de façon endogène? Je suis tellement d'accord avec lui que c'est l'idée que je défends et depuis des années je le défends, c'est qu'il ne peut y avoir, et c'est par une réflexion que je menais par rapport face à la mondialisation, il ne peut pas y avoir de développement avéré sans un ancrage culturel local. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ancrer dans ses valeurs ne signifie pas qu'on ne s'ouvre pas vers l'autre. Et c'est tout le sens du dialogue que Senghor nous appelait tout le temps, le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous donnez, vous recevez. Mais par rapport à l'idéologie de la mondialisation, nous voulons nous imposer une culture mondiale une. C'est la culture judéo-chrétienne qui est complètement en déphasage avec nos propres réalités. Et par rapport à la justice, vous avez bien fait de le dire, hein, dans nos sociétés, à l'époque, et ça ne remonte pas de longtemps, nous avons tous vécu tout ça, les tensions, le premier tribunal, c'était au niveau des quartiers. C'est le chef de quartier qui convoquait, qui réglait ces conflits. Et le linge sale se lavait en famille. Ça avait fait la preuve de son efficacité. C'est parce qu'on a voulu rompre avec nos propres réalités que de toute façon, on est en train de... C'est bonjour les problèmes. Il va falloir revoir un peu ce système. Je le dis souvent, quand par exemple, c'est-à-dire notre loi est complètement en déphasage avec nos propres réalités. C'est ce qui explique, et l'exemple que je donne souvent dans mon cours de criminaux, avec mes étudiants, je dis, ça ne vous paraît pas exagéré de demander à un peul de ne pas avoir son bâton ou son jassi? Mais c'est une absurdité. Mais c'est à la fois son outil, mais ça fait partie aussi du décor du peul. Si on considère cela comme une arme, c'est qu'on est en train de remettre en cause quelque chose qui est de l'identité du peuple. On lui retire son identité. Et quand on retire à quelqu'un son identité, on lui fait perdre la face. Et quand on perd la face, on perd son humanité. C'est-à-dire, nous sommes des étrangers face à notre justice. Et la justice, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Puisque ça, mais ce qui peut être dangereux, on me dira le droit de la famille, c'est inspiré de nos propres réalités. Mais les problèmes familiaux, souvent c'est le mariage, ça c'est... Et même, il y a eu des empreintes de la culture, du droit européen, français en l'occurrence, sur nos propres valeurs. C'est-à-dire ce sont ces règles du droit étranger, c'est-à-dire importées, qui va contrôler ou qui va colorer nos droits coutumiers. Je crois qu'il va falloir qu'on revienne sur cela. C'est pas que... Et le danger, souvent, on colle des étiquettes sur les mots. Et il faut beaucoup faire attention aux mots, puisque ce sont les mots qui fondent le monde en réalité. On va opposer tradition et modernité. Dès qu'on pense qu'on dit c'est une pratique traditionnelle, mais donc ça veut dire que c'est désuet, personne ne doit y recourir. Alors qu'en réalité, si on réfléchit de très près, on se rend compte que c'est une absurdité même d'essayer d'opposer tradition et modernité. Moi, la question que je pose souvent à mes étudiants, c'est de dire, mais quelle est la zone frontière qui sépare la tradition de la modernité? Personne n'est capable de définir cette zone frontière, puisque simplement, il y a du traditionnel dans l'époque moderne, de la même manière, il y a des choses incroyablement modernes dans
dans la tradition. Et c'est là souvent ce que je convoque. Je leur dis, est-ce qu'aujourd'hui, personne ne peut remettre en cause qu'il n'y a pas plus intelligent que Socrate? Nous vivons encore de la pensée socratienne. Ça fait combien de siècles? Est-ce que l'humanité d'aujourd'hui peut s'offrir le luxe de considérer qu'on était plus avancé techniquement que les Égyptiens? On n'est pas encore aujourd'hui capable de faire des pyramides. On est en train, chaque jour, on essaie de découvrir. Mais parce que simplement, ils étaient, on ne répond qu'à nos besoins. Mais ils ont toujours répondu à leurs besoins en fonction de... Mais ce n'est pas parce qu'on vit dans une case qu'on est vraiment traditionnel. Et les cases, le Peul est souvent l'exemple que je donne. Cet déphasage entre la tradition et la... nous ne faisons que répondre à nos besoins. Si nos besoins sont satisfaits, on est bien. On est bien. Regardez le Peul qui vit dans des trucs en paille sans porte. Mais il faut analyser cela. On va dire qu'ils sont complètement... Ils ne veulent pas évoluer. Mais aujourd'hui, la plupart des Peuls se sont sédentarisés. Et quand ils se sont sédentarisés, ils construisent. Ils ont même des cimetières. Mais les Peuls n'avaient pas de cimetière. Mais puisque simplement c'était des nomades. Mais c'est lié à leur culture de nomades. Et ils n'avaient pas besoin de construire quelqu'un qui passe tout son temps à bouger. Mais s'il investit, c'est une perte éternelle. Et là, l'usage de la paille, beaucoup de paille dans les cases Peul était lié au fait que quand ils partaient, ils prennent la paille, ils le mettent à dos de trucs pour permettre au bétail de manger. Vous voyez comment les êtres humains trouvent les moyens de régler leurs problèmes. Et il n'existe pas d'ailleurs de peuple inférieur. Aucune société n'est supérieure à une autre. Mais aujourd'hui, la justice telle que nous avons... Donc il va falloir... Tout n'est pas parfait. Je crois qu'on a une justice, on a de la matière. Et de plus en plus, ce qui se passe, c'est la population sénégalaise elle-même qui remet en cause la crédibilité de notre justice. Et ça devient dangereux. Ça devient très dangereux. Quand ceux à qui on doit avoir confiance, ceux qui méritent confiance, commencent leur statut. Mais cette confiance due commence à être remise en cause. Nous devons nous poser un ensemble de questions. Heureusement d'ailleurs, mais c'est souvent dans des moments de crise où les solutions émergent, quoi. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs ça ne m'a pas surpris quand, pour la première fois dans ce pays, que des maisons de juges sont attaquées, des juges, on a toujours insulté, quoi. Mais de manière physique et de manière frontale, c'est que ça, c'est révélateur de beaucoup de choses. Et quand la justice, le syndicat des magistrats a réagi, je me dis, ils ne pouvaient faire qu'autrement. Ils étaient dans un cloison qui ne leur permettait pas souvent de voir la vérité en face. La population, la société a parlé, la société leur a mis en face de la réalité. Ils en sont conscients et ils demandent à ce que leurs conditions de travail soient... C'est une forme de reconnaissance aussi du manque de leur liberté. Est-ce qu'il n'y a pas un déphasage entre la façon dont on a la justice dans ce pays aujourd'hui et la nouvelle mentalité du pays qui a complètement changé, où les jeunes sont modernes, sont dans les réseaux sociaux, voient tout ce qui se passe dans le monde? Effectivement, je pense que d'abord, cette revendication d'une catégorie comme les magistrats à l'indépendance ou autre n'est pas nouveau. Je pense qu'il y a plus de progrès que de recul par rapport à ce qui se faisait avant. On le dit souvent, c'est vrai, on aime beaucoup chanter les anciens magistrats, mais ils étaient à la solde, entre guillemets, ils faisaient ce que Senghor voulait qu'ils fassent, que ce soit Foster, Kebambay et tout ça. On a connu, moi j'en connais des gens, des magistrats qui, parce qu'ils avaient libéré des gens qui avaient fait des manifestations, ils ont été complètement radiés, ils sont partis. Il y en a d'autres qui ont démissionné, donc ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est le fait qu'il y ait la politique, parce que même à l'époque aussi, tous les partis politiques posaient le même problème. Donc, à mon avis, qu'est-ce qui est nouveau? C'est les réseaux sociaux, c'est le niveau de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont devenus beaucoup plus instruits. La masse critique d'instruits est beaucoup plus importante et le niveau d'influence des réseaux sociaux, etc., est devenu plus important. Donc, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Deuxièmement, il y a aussi des changements structurels dont j'ai parlé avec cette nouvelle génération
issu de l'ajustement structurel où après c'est l'individualisme qui se développe, chacun devait se débrouiller. Donc les gens se disent que tout ce qu'ils ont, ils l'ont eu par eux-mêmes. L'État n'a jamais rien fait pour eux. Ils sont arrivés là où ils sont oubliés, ils n'ont rien eu parce que l'État les a abandonnés. Donc ils remettent en cause toutes les institutions, y compris l'institution de la justice. Et la revendication que les gens portent contre la justice, c'est pas seulement sur les questions politiques, c'est de manière régulière. Or, la réponse que donnent les agents de la justice, c'est toujours par rapport à l'exécutif. Or, le manque d'indépendance de la justice dont on parle, c'est la population de manière globale la sent plus sur les questions quotidiennes. Chaque fois qu'ils sont jugés sur des questions de mariage, de divorce, des questions d'argent entre des gens, ainsi de suite, des conflits, où des gens sont libérés ensuite, quelques temps après, ainsi de suite, ou des assassinats. Ces cas-là représentent 99% des cas que les populations vivent. Et c'est sur ces cas que les gens remettent en cause l'indépendance des juges. Et sur ces cas-là, l'exécutif n'est pas impliqué. C'est un marabout de juge, c'est la famille du juge, c'est ainsi de suite. Ce sont ces gens qui sont accusés d'avoir influencé la décision du juge. Donc la question telle qu'elle est posée par la population en termes d'indépendance n'est pas la même que posent les magistrats. Les magistrats, la question qu'ils posent, c'est d'abord la question du lien entre le procureur qui met des poursuites et l'exécutif, qui fait que l'exécutif, quelqu'un peut être poursuivi ou ne pas être poursuivi du fait de la décision de l'État. Ça, c'est des questions que les Français ont discutées, etc. C'est des questions que moi, je pense qu'on peut discuter. La deuxième question, c'est l'indépendance du juge du siège. Ils disent que le juge du siège, en fait, il est inamovible, on ne peut pas l'affecter. Et il arrive que le président ou l'État, en tout cas l'exécutif, se trouve un moyen contourné pour l'affecter. Et chaque fois qu'il parle d'affecter, ça me gêne, parce que on dit on l'a affecté à Matam, ou bien on l'a affecté à Kédougou. C'est comme si c'était des punitions. Or, c'est toujours le pays. C'est-à-dire que Matam, Ziguinchor font partie du Sénégal. Font partie du Sénégal et ont droit à avoir de grands magistrats. Donc pourquoi les grands magistrats, les meilleurs, ne peuvent être qu'à Dakar de manière inamovible? Donc il faut le poser autrement. Mais il y a une autre question que les gens posent, et le constat est là. Les Sénégalais disent quand vous êtes de l'opposition, il est plus facile il est plus facile de mettre en prison. Quand vous êtes des pouvoirs, il y a des gens qui commettent des délits, mais qui sont protégés par le pouvoir exécutif. Et ça devient dangereux. Moi, je dis... Et ça, c'est un constat que les Sénégalais font en regardant les choses froidement. Faudrait-il aussi réfléchir les choses de manière beaucoup plus objective? Puisque tu sais, parfois on est dans le sens commun. Et le sens commun ne peut jamais être considéré comme une source de vérité d'acte. C'est des représentations et l'expérience montre que certaines représentations ancrées dans pensée peut être de fausses représentations de la réalité. Ça ne renvoie pas forcément à la réalité. Absolument. Par contre, ce qu'il faudrait voir comprendre, c'est que ça devient dangereux quand la population pense que la loi ou la justice est faite pour ceux-là qui occupent le haut de l'échelle sociale. Si on se fait ces représentations, qu'elles soient vraies ou fausses, c'est très dangereux. Et l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que, et ça se dit, et c'est la population qui le dit, quand on est dans le pouvoir, on peut tout faire, on est protégé. Quand on n'est pas dans le pouvoir, on est l'autre absolument. Et ça devient dangereux. C'est-à-dire on devient étranger dans l'espace qui nous appartient. Et ça peut être très révoltant et dangereux. C'est tout l'intérêt qu'il y a maintenant à revoir la justice telle qu'elle fonctionne, puisque honnêtement, une justice, et je le dis et je le répète, si elle perd sa crédibilité, c'est que si on croit être dans un pays de sécurité, on se trompe. Nous devons retravailler, revoir la justice en essayant de la remettre, en lui donnant effectivement son autonomie, même si certains pensent que notre justice est autonome, mais bon, la justice, elle est faite pour qui? Elle est faite pour la population. Si la population pense que cette justice est injuste, mais il va falloir remettre tout sur la table et discuter afin que ça soit en phase avec l'attente de la population. Et pourtant, tout ça, c'est consigné dans les assises nationales. C'est sur la table des gouvernants. Oui, bien avant les assises. La réforme. Je pense que les réformes sont là, mais peut-être que tout le monde n'est pas d'accord ou le décideur n'est pas d'accord sur les pas à faire pour le risque qui est perçu. C'est pour ça qu'il faut le discuter avec tout le monde. Le risque d'avoir ce qu'ils appellent un gouvernement des juges,
où les juges laissés à eux-mêmes qui peuvent se battre entre eux. Comme en Italie, hein. Voilà, comme en Italie, ou bien ailleurs aussi, où finalement les juges entre eux, ils commencent à se battre parce qu'il y a des questions de pouvoir. Donc, je pense que c'est pourquoi je dis c'est toute la société. Il faut trouver l'équilibre et il faut que tout le monde soit impliqué. Peut-être que il faut que la société civile, je dis société civile, mais je pense aux marabouts, aux autres, pas seulement ceux qui se disent société civile. Peut-être que tous ces gens-là, les universitaires et autres, doivent faire partie du Conseil supérieur de la magistrature pour qu'on sente que c'est toute la société qui est représentée. Et à partir de ce moment-là, le risque peut être atténué. Ouais, le temps que vous avez parti terminé. Merci infiniment à Lamine Ndiaye, professeur titulaire en sociologie et anthropologie. Merci à Ibrahima Dia, qui est sociologue aussi, ancien directeur de MCI Sénégal. Merci à Serigne Saliou Dem qui a assuré la partie technique. Au micro, Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous. Nous diallo.